Bonjour et bienvenue dans ce premier webinaire proposé par Quark Éducation. Quark Éducation vous proposera régulièrement des webinaires pour faire le point sur l'actualité de la formation de manière très pratique. Aujourd'hui, on vous propose un focus sur la ProA. La ProA, un dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance à destination des salariés des entreprises. Un dispositif qui a vu le jour avec la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Mais en quoi consiste-t-il ce dispositif très précisément? Comment fonctionne-t-il et comment en optimiser son financement? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités. Alors tout d'abord, à ma gauche, Marie Attard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice stratégique et partenariat chez Quark Éducation. En face de vous, Jean-Paul Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service certification à l'Opcommerce. L'Opcommerce, en 2 mots, comment présenter cela? Alors c'est l'opérateur de compétences du commerce, donc on accompagne 20 branches professionnelles et ça représente à peu près 90 000 entreprises et 1,7 million de salariés. Alors, nous avons également un invité à distance, en visio. Ronny Germont, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Quark Universities. Quark Universities, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors, Quark Universities a la particularité d'être une école de formation en ligne. C'est un CFA 100% en ligne qui forme du pré-bac au bac+5 sur diverses filières allant de la vente, du commerce, du marketing, du digital. Et bien sûr, j'imagine en alternance, parce qu'il sera question de cela tout à l'heure. Dernier invité, Malvine Parot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère emploi-formation à l'Opcommerce, donc vous, votre métier, concrètement, c'est d'accompagner les entreprises, voilà, tout effectif confondu. Voilà. Et sur un territoire en particulier ou globalement sur toute Ça va être sur le territoire du 92, mais voilà, nous sommes nombreux à l'Opcommerce. Voilà, nous accompagnerons tout le monde. Merci en tout cas tous les 4 d'être avec nous. La ProA n'aura plus de secret pour vous. Je vous rappelle que ce webinaire est interactif, que vous pouvez poser vos questions à nos invités en allant dans le chat qui est à droite de votre écran et nous aurons un temps de réponse en fin d'émission ou tout de suite, si vous voulez poser des questions, je les verrai apparaître sur mon écran. Alors, on va commencer dans le vif du sujet sur parler ProA. Marie Attard, c'est un nouvel outil ou un changement de pratique, une vraie révolution pour la formation et les entreprises aujourd'hui? Allez, on va dire que c'est une pré-révolution. La ProA, ce qui est sûr, va changer la posture de l'entreprise dans ses relations vis-à-vis de l'organisme de formation. Parce que c'est un dispositif souple qui est au cœur du plan de compétences de l'entreprise et va permettre, par exemple, par des parcours sur mesure, à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de promotion ou de reconversion des salariés qu'elle inscrit dans ce dispositif. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte de forte mutation du marché du travail. Le rapport de France Stratégie précise que en 2030, 35% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui, que 44% des compétences qui seront mises en œuvre dans les entreprises en 2025 sont pas vraiment existantes aujourd'hui et pas toujours dans les parcours de formation, et que pour cela, l'État a prévu une enveloppe de 270 millions d'euros dans son plan de relance d'activité et notamment sur le volet emploi, donc la ProA. Donc 270 millions d'euros qui pourront alimenter tous les projets de ProA. Ça a déjà démarré, tout à fait. Au niveau du secteur du commerce, ce dispositif, comment vous vous l'êtes approprié? Parce que ça répond à des enjeux. Bref, à quoi ça sert véritablement la ProA selon vous? Alors c'est vrai que ça répond à des enjeux qui sont importants, c'est assez stratégique la ProA. On est dans un environnement complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises subissent de plein fouet la concurrence de l'Internet, la digitalisation donc, de l'économie, et puis une évolution forte de la relation client où il y a des attentes qui sont particulières et donc qui font évoluer le rapport que peut avoir le magasin physique avec le client. Donc dans ce cadre, il faut accompagner ces mutations et il faut former les collaborateurs. Donc la ProA, ça va être tout simplement un dispositif qui, je dirais, est adapté à une GPEC en fait de branches et puis à la GEPP des entreprises. Et ce dispositif va faciliter l'adaptation des mutations de l'entreprise par rapport au marché en répondant aux besoins
en compétences des entreprises et bien sûr en accompagnant le salarié pour renforcer son employabilité. Mais pour vous, Opcommerce, quand ce dispositif s'est mis en place, a été annoncé, vous vous êtes dit, voilà un outil intéressant, on se l'approprie, on essaye de le mettre en œuvre rapidement. Parce que j'imagine que c'est pas évident de le mettre en œuvre. Alors, il y a une nouvelle mesure qui a été annoncée, donc un outil qui a été mis en place, donc à nous, en tant qu'opérateurs de compétences, d'accompagner nos branches professionnelles dans leur politique emploi-formation et puis de les aider à mettre en œuvre ce dispositif. Donc, dans ce cadre, nous sommes partis des études de l'Observatoire prospectif du commerce. Nous avons regardé quelles étaient les principales mutations et quels étaient les emplois que cela impactait. Et en fonction de ces mutations et des emplois qui étaient impactés, notamment autour de la relation client, de la logistique, du management de proximité, eh bien, nous avons bâti un argumentaire qui a servi à l'accord de branche et nous avons sélectionné des certifications qui répondaient à ces enjeux de mutation. Oui, tout un travail qui a été mené pour qu'aujourd'hui, vous puissiez proposer de la proa sur le secteur du commerce. Alors, soyons pratiques et très concrètement, c'est pour qui la proa? C'est pour quel type de salarié? Alors c'est un dispositif qui est très ouvert puisqu'on est sur un public CDIsé sans condition d'ancienneté, donc ça j'insiste, c'est très important. Sur des publics, on est également sur des contrats aidés, les fameux QI, contrats uniques d'insertion, des salariés qui sont placés en activité partielle et également on a un autre type de public. Peut-être des CDD aussi. Et ça, non, ça ne peut pas être des CDD. Si, alors CDD, entraîneur sportif et sportif de haut niveau. Voilà. Tout à fait. Et sur ces types de publics, alors attention au niveau de qualification, puisqu'on est sur des niveaux de qualification inférieurs ou égal à Bac+2. Donc ça, c'est important aussi. Pour exemple, voilà, un salarié qui aurait obtenu une licence ne sera pas éligible à la proa. On ne pourra pas monter de proa pour ce salarié. D'accord. Donc, pour faire simple, pour des salariés, maximum niveau licence et vraiment qu'ils soient en entreprise. Ensuite, c'est quoi les conditions d'éligibilité à la proa? Voilà, c'est les salariés qui font la demande, c'est l'entreprise. Alors, ça peut être le salarié et ça peut être également l'entreprise qui peut proposer de la proa. Donc, par contre, il lui faudra absolument l'accord écrit du salarié. Ça, c'est très important. Et il va falloir formaliser cet accord via un avenant. Donc, il y a un CERFA qui vaut avenant, donc un avenant au contrat de travail qui va préciser donc la durée de la proa. Et également l'issue de la proa, enfin voilà, la certification qu'il va y avoir à l'issue. D'accord. Mais comment ça se passe? C'est l'entreprise, une fois parce que quand c'est une entreprise qui le met en œuvre, oui. Dans le cadre d'un plan de GEPP, c'est ça, monsieur Hubert? Comment ça, elle doit respecter quelles conditions pour que ça puisse se mettre en place? Pour que ça puisse se mettre en place, il faut donc effectivement cibler les salariés qui souhaitent évoluer dans l'entreprise. C'est-à-dire que la proa, elle va soit permettre une évolution, une promotion sociale ou professionnelle, ou permettre un changement d'emploi. Ça peut être très clairement un changement d'emploi. Donc ça, c'est à voir avec le salarié. Il faut s'entretenir avec lui et voir s'il est d'accord pour suivre cette proa. Donc, sachant qu'on est sur des certifications qui se trouvent dans des listes de branches. Donc là, ce qu'il faut absolument, c'est aller consulter les listes de branches et voir si l'accord de branche a été étendu, puisque toutes les branches ne permettent pas justement de mettre en place de la proa. Chez nous, à l'Opcommerce, on a 17 branches, sur les 20 branches qui sont hébergées chez nous, 17 branches permettent de faire de la proa. Parce que ces accords de branche sont essentiels pour mettre en place la proa. Là, visiblement, dans le commerce, ils sont bien en avance, mais dans les autres secteurs d'activité, ça se met en place, Mariette? On n'est pas à égalité, pas les chiffres, et puis je n'aimerais pas les dire, mais c'est sûr que ce travail doit s'effectuer auprès des branches. Donc une entreprise qui dépendrait d'une branche où il y a peu de formation éligible, on va le dire comme ça, doit se rapprocher de sa branche et
la sensibiliser aux compétences manquantes. C'est vraiment, Monsieur Hubert l'a dit, tout part d'un observatoire de l'emploi et de l'évolution des métiers. C'est quels sont nos besoins, lesquels ne sont-ils pas couverts et du coup, comment les couvrir. D'accord. Et alors concrètement, est-ce qu'on peut donner des chiffres ou pas? J'imagine que c'est une question piège. On est quand même au début de ce dispositif, même s'il est mis en place en 2018, le temps que vous ayez fait signer des accords de branche, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des salariés qui sont dans ces dispositifs à l'Opcommerce? J'imagine que oui. Un exemple concret? Ça s'est mis en place au fur et à mesure. Donc on a commencé avec une entreprise, une plateforme logistique qui a proposé de la proa à ses salariés, pour devenir manager de proximité. Donc c'était sur un titre de manager de proximité. On a monté donc 9 proas pour cette entreprise. Vive succès. Et puis depuis, on en fait évidemment de plus en plus. Et là, en 2022, avec le plan de relance, on a de très très beaux projets qui sont en train de voir le jour. Et là, ça se compte je vous parlais d'une dizaine de proas. Là, on est plutôt sur des gros projets à plus de 1000 salariés qui vont être formés sur ce dispositif. Voilà. Alors, ça, c'est les entreprises qui sont déjà engagées. Imaginons, nous avons un DRH qui nous écoute, qui veut lancer, il est intéressé par parce que la proa permet. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel doit être le premier réflexe du chef d'entreprise? Monsieur Hubert, il doit s'adresser à son OPCO ou il doit travailler en interne dans l'entreprise? Le premier réflexe, ça va être de savoir est-ce qu'il y a eu un accord étendu au niveau de sa branche ou non. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, s'il y a eu cet accord, il va se tourner vers l'OPCO en disant qu'il y a un projet de proa et derrière ça, nos conseillers emploi-formation prennent le relais pour accompagner ce projet de proa. En revanche, s'il n'y a pas eu d'accord étendu, là, les entreprises peuvent faire remonter au niveau de la branche leurs besoins en compétences pour faire en sorte de faire avancer les choses et puis de voir si un accord proa peut être mis en place. Donc il faut que les entreprises se mobilisent pour mettre en place des accords proa dans leur branche. N'hésitez pas à faire remonter l'information si vous n'êtes pas dans une des 17 branches, au cas de l'Opcommerce. Alors, l'entrepreneur ou la DRH s'adresse donc à ce moment-là à la conseillère et vous les accompagnez concrètement comment? Comment? Alors c'est vrai qu'en général, on va directement télécharger finalement les critères de branche. On va aller voir quelles formations sont éligibles et par rapport aux métiers qui existent dans l'entreprise, on va aller voir sur quelle formation on peut aller, quelle certification. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors ça peut être effectivement des certifications enregistrées au RNCP. Seules certaines sont éligibles, je maintiens. Mais on peut également aller sur de la VAE. Alors la certification devra également se trouver dans cette fameuse liste. Et on peut aussi aller sur du CLEA ou du CLEA numérique. Voilà, socle de connaissances et de compétences. Ça, c'est possible aussi. Et attention, on est sur des formations longues qui se déroulent en alternance avec un minimum de 150 heures de formation. Donc voilà, on est vraiment, je ne sais pas si vous avez connu la période de professionnalisation, mais là on est vraiment sur des dispositifs qui engagent l'entreprise, qui engagent le salarié, avec certaines conditions en fonction des branches. Donc c'est pour ça d'une branche à l'autre, les critères vont varier. Donc notre rôle en tant que conseiller emploi formation, c'est vraiment d'aller traduire ces critères et d'aller les expliquer aux entreprises pour monter ces fameuses proas. Parce que c'est des vraies décisions RH, à un moment donné, d'envoyer des salariés en formation. Là, vous parliez de 1200 salariés, c'est important. C'est un vrai engagement et l'idée, c'est vraiment de renforcer l'employabilité du salarié, de renforcer ses compétences. Et puis surtout d'aller chercher les talents à l'intérieur de l'entreprise. Et même en termes d'organisation de la formation, là il y a des enjeux. Ronnie Germont, vous proposez des formations. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans la proa avec Quark Universities? Alors, on est déjà engagé dans la proa avec Quark Universities.
On a un exemple très concret avec le groupe Chaussea où on accompagne la montée en compétences de leurs vendeurs, premiers vendeurs, vers des postes de directeur de magasin ou responsable adjoint de magasin à travers la formation au titre professionnel manager d'unité marchande. Et le vrai travail qu'on a dû faire en partenariat avec l'entreprise, c'était vraiment un travail d'adaptation du parcours de formation. À titre d'exemple, on adapte à la fois le contenu de formation, mais également la durée de formation en fonction des différents accords que l'entreprise a avec son OPCO. Et aujourd'hui, j'imagine que vous avez un catalogue, vous l'avez dit, un catalogue important de formations, de certifications. Elles peuvent toutes répondre à des projets PROA, hors le seul secteur commerce. Alors bien sûr, toutes les formations qui répondent aux critères qui ont été précédemment cités et qui sont donc inscrites au RNCP répondent à cette possibilité de PROA. Et donc c'est vraiment des projets qu'on construit sur mesure avec l'entreprise. D'accord, vous construisez sur mesure avec l'entreprise, c'est adapté, une alternance adaptée, parce que mettre en place une alternance en entreprise, c'est parfois compliqué. Il y a le présentiel, le distanciel. C'est quoi la meilleure réponse par rapport justement à la PROA ? C'est le blended. Là, il va falloir effectivement faire un point avec l'entreprise, voir ce qui lui convient. L'organisme de formation peut faire des propositions, mais oui, la formation, elle peut se dérouler en présentiel ou à distance. Le tout est qu'elle se déroule pendant le temps de travail. Après, on peut proposer 30 heures en dehors du temps de travail, mais c'est un maximum. Voilà. Oui, Monsieur Germont ? Oui, justement, c'est un bon exemple. Et donc, c'est aussi l'avantage que nous avons en étant un CFA qui propose des formations 100% en ligne. Nous avons construit la formation, justement, en PROA, que j'ai donné un exemple, sur l'exemple du blended learning. On a convenu dans l'année de périodes de regroupement où on rassemble l'ensemble des apprenants. Et ensuite, ils sont directement sur leur temps de travail, sont équipés avec leur matériel informatique et peuvent suivre la formation directement en ligne, que ce soit pour du contenu asynchrone ou du contenu synchrone à travers les classes virtuelles que l'on met en place. Voilà, c'est intéressant. Ça permet de gagner du temps Ça permet de gagner du temps parce que Malvine parle de formation longue, sauf que 250 heures pour un titre, c'est une formation courte. C'est toujours pareil. Hein. Pour l'organisme, c'est une formation courte. Pour l'entreprise, c'est une formation longue. Et dans la réalité, quand on parle de Blended, on a tendance à penser digital présentiel. Mais Ronnie l'a dit, synchrone asynchrone, tutorat, c'est vraiment du sur-mesure pour l'entreprise en groupe, mais avec aussi du sur-mesure dans le suivi du salarié. Donc en fait, c'est quand on est sur un groupe, là on a donné des exemples de groupes, c'est pas toujours possible, mais quand on est sur l'exemple de plusieurs formés dans la même entreprise, il est évident qu'on va s'adapter au calendrier de l'entreprise. C'est d'ailleurs plus simple dans ces cas-là. Il y a un point que l'on n'a absolument pas abordé, c'est la question du financement. Comment le financement se met-il en œuvre et quelles sont les possibilités de prise en charge ? Monsieur Hubert J'y vais. Donc sur la partie financement, avec le plan de relance du gouvernement, j'ai envie de dire il faut y aller puisqu'on a la possibilité de prendre en charge les formations jusqu'à 9 000 € par salarié. Voilà, donc on va prendre en charge le coût réel de la formation et si on en a encore la possibilité, on ira chercher, donc ça vaut pour l'Opcommerce, on ira chercher les salaires. Donc on est parti sur un forfait de 11 € de l'heure. Donc vous prenez le nombre d'heures de formation fois 11 €, sauf pour la branche du sport où voilà, ça va peut-être arriver. Mais sur nos 17 branches, nous prenons en charge les salaires. Et vous avez ensuite les frais annexes qui peuvent également être pris en charge à hauteur de 5 € sans hébergement et 15 € avec hébergement. On ne prend pas en charge les frais de restauration, donc ça va être le déplacement et l'hébergement, mais de quoi essayer d'arriver jusqu'à cette enveloppe de 9 000 €. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on a ces beaux projets qui voient le jour. Oui, c'est intéressant. Juste, je voulais compléter. Ce qui est dit, c'est que dans l'accord de branche doit être précisé la possibilité de prendre le salaire. Enfin, c'est pas une décision de l'OPCO. Ça aussi doit être précisé dans l'accord. D'accord. Donc quand il n'est pas précisé les frais de salaire, pas de salaire. Une question très pratique aussi. En combien de temps ça se met
en place pour une entreprise? Parce que si vous nous dites qu'il faut y aller, certes, mais voilà, je suis un DRH, je suis intéressé. Là, on est mi-juin. Est-ce que je peux me lancer rapidement? Je pense que ça peut être très très rapide. Il faut faire un état peut-être sur les métiers qui existent dans l'entreprise, les évolutions possibles, les promotions possibles, et ensuite contacter les organismes de formation qui vont pouvoir accompagner sur le sujet. Mais ça peut se faire très très rapidement. On attend le travail de l'OPCO, c'est ça. Disons qu'il y a au niveau de l'entreprise un gros travail à faire en amont, puisqu'on l'a dit, ça s'inscrit dans une gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc il faut vraiment identifier les besoins de l'entreprise, les évolutions possibles. Donc il y a ce gros travail à faire. Une fois que ce travail est fait, effectivement, ça peut se mettre en place rapidement. Mais là, une entreprise qui n'aurait pas fait tout ce travail en amont et qui se dirait en un claquement de doigts, je fais de la proa, non. En fait, c'est un vrai gros travail. Et c'est vrai que ce dispositif proa change la posture de l'entreprise. On passe d'un dispositif de période de professionnalisation avec vous l'avez dit tout à l'heure, un minimum de 70 heures de formation, mais plutôt des formations courtes qui vont répondre à des besoins en compétences ponctuelles, à un dispositif qui doit être pensé sur de la certification. Donc ça nécessite un travail au niveau des entreprises. Et là, à chaque fois que vous avez répondu, on sent que c'est des entreprises d'une certaine taille au niveau d'une PME, TPE, il y a les mêmes enjeux de reconversion, mêmes enjeux sur les métiers. C'est au chef d'entreprise de faire la démarche, de proposer à ses salariés ou des salariés dans une petite boîte qui veulent évoluer. Comment ils doivent faire? Nous, notre rôle, c'est effectivement d'aller visiter ces entreprises pour leur faire connaître ce nouveau dispositif, qui n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs. Mais voilà, on les rencontre sur le terrain et on leur explique comment ça se passe. Mais c'est moins évident pour des plus petits qui n'ont pas de connaissances. C'est pour ça, voilà, on est vraiment là pour les aider. Et les plus grosses entreprises, effectivement, ils voient des enjeux intéressants et voilà, on a ce système de financement qui aussi, on a une belle opportunité là pour... En fait, il y a un vrai travail encore de communication à faire pour les salariés, par exemple, parce que entre des formations qui sont plus courtes, qui peuvent se faire en alternance, donc voilà, il y a moins de déplacements éventuellement à faire, plus des accords de branche qui existent dans plein de secteurs d'activité. Il y a des opportunités pour les salariés. Il faut communiquer, Marie Attard, sur ces questions-là. Bien sûr qu'il faut communiquer. Quand on dit que le contexte du marché du travail est en pleine évolution, la formation n'y échappe pas. Et le Covid, indépendamment qu'il nous ait rendu malades, nous a demandé d'accélérer de façon contrainte la transformation. Et en fait, il y a une communication à faire sur les dispositifs, mais c'est pas nouveau. Alors la pro est encore plus méconnue. Mais la période de pro, je parle pour les salariés, oui. D'un point de vue salarié, était pas bien maîtrisée non plus. Une fois qu'on a parlé CPF et je me débrouille tout seul, la communication et même le CPF, là c'est galvaudé. Donc en fait, les salariés n'ont pas une information précise des dispositifs qui existent. Mais aujourd'hui, un salarié... sur les moyens de suivre une formation. Il faut aussi communiquer sur est-ce que je peux apprendre à distance, dans de bonnes conditions. C'est pas parce que je suis à distance que j'ai personne qui s'occupe de moi ou qui m'encadre. Donc il faut qu'on communique sur plein de choses. Oui. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'un salarié peut se lancer dans un projet de reconversion, promotion en alternance grâce à ce dispositif et qu'il doit faire la démarche d'abord auprès de son supérieur hiérarchique et sa DRH, où il y a des choses qui se mettent en place. Oui, tout à fait, avec l'accord de l'employeur, bien sûr, oui. Puisqu'il va s'absenter quand même un certain temps. Donc, mais oui, tout à fait, il peut faire cette démarche. Je parlais du financement des 9 000 €, attention, puisque ce plan de relance est valable, enfin, ce financement est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Je préfère le préciser. Après, on reviendra sur des prises en charge au forfait, en fonction, encore une fois, des critères de branche. D'accord. Et là, tout va bien. L'outil semble formidable, il peut se mettre en place assez rapidement. Est-ce qu'il y a quand même des points de difficulté ou des points d'attention qu'il faut avoir sur la mise en place de ce type de dispositif?
Il va falloir effectivement vérifier le public éligible. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Vérifier que l'entreprise est bien éligible, on l'a vu aussi, voir si l'accord de branche a été étendu. Il va falloir rédiger cet avenant, même si à l'issue de la période de la PROA, il n'est pas obligé, l'entreprise n'est pas du tout obligée de proposer un nouvel emploi aux salariés. Ça, c'est important de le préciser. Elle n'est pas obligée non plus de lui proposer une promotion, une augmentation de salaire. Mais voilà, il y a d'autres points également. Ça va être donc on a parlé de l'avenant, le tutorat également. L'entreprise va devoir nommer un tuteur. Le salarié va donc être accompagné par un tuteur qui va devoir avoir 2 années d'expérience en lien avec l'emploi visé. Oui, donc il y a des enjeux internes. Ça, c'est pas très compliqué à mettre en place. Il y a d'autres points Il faut que pendant la PROA, l'expérience, puisque c'est de l'alternance, c'est écrit dans le nom, il faut que l'expérience professionnelle corresponde au titre. Donc il y a quand même un aménagement de la part de l'entreprise qui doit être adapté. On ne peut pas rester, si c'est une reconversion, c'est encore plus vrai. J'ai envie de dire, on peut faire glisser le curseur dans la montée des compétences si on reste dans une même sphère de métier. Si on est en reconversion, on ne fait pas de la PROA en gardant son ancien métier. Ronnie Germont, justement, au vu de votre expérience, voilà, on sait que l'alternance est en plein boom, les jeunes adorent ça. Pour les salariés qui se remettent en alternance, est-ce que il y a des difficultés ou ça se passe bien? Alors, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que c'est une alternance sur le poste de travail. Donc, ils ne découvrent pas une nouvelle entreprise, ils sont déjà au sein de cette entreprise. Donc ça, c'est un avantage qui est quand même assez indéniable. Et même si l'entreprise n'a pas l'obligation de leur garantir une promotion, une évolution professionnelle, généralement, ce qui va permettre d'attirer les salariés dans le dispositif PROA, c'est justement cette possibilité d'ouverture d'évolution professionnelle. Donc, il y a une motivation par le fait qu'on est on est dans son entreprise, une motivation par le fait qu'on évolue au sein de son entreprise. Et donc, il y a aussi une motivation pour certains salariés d'acquérir un titre plus élevé que ce qu'ils avaient en entrant dans l'entreprise. Donc, c'est quand même 3 facteurs qui sont quand même assez favorables dans la construction et dans le fait d'attirer des salariés dans le dispositif PROA, puisque il faut certes que l'entreprise veuille mettre en place ce dispositif, mais il faut aussi des salariés qui soient volontaires pour y entrer. Et puis, deuxième point qui est extrêmement intéressant et qui a ses avantages par rapport au distanciel, c'est que dans la mesure où qu'on soit particulièrement quand on est en 100% en ligne, on peut suivre la formation de partout, ce qui réduit les déplacements et les temps d'absence dans l'entreprise. Et ça aussi, ça peut être un avantage qui est indéniable. Alors, j'avais moi des questions, mais qui recoupent celles qui arrivent de la salle. Alors, on va passer à la question des internautes. Est-ce que la PROA doit obligatoirement être en alternance? C'est une obligation, tout à fait. D'accord. Et on a également, la formation doit durer entre 15 et 25% par rapport à la durée du contrat. On peut aller jusqu'à 50%, ça il faut voir également par rapport aux critères de branche, si elle le permet. Et sur la durée du contrat, on peut aller jusqu'à... Alors, la plupart du temps, ça va être 12 mois, mais ça peut être prolongé jusqu'à 24 mois selon accord de branche, et même jusqu'à 36 mois pour des publics jeunes et peu qualifiés, donc entre 16 et 25 ans. Ça répond aussi à est-ce que la formation doit obligatoirement être en alternance pour avoir les financements PROA? Oui, bien évidemment. Est-ce que la VAE peut être prise en charge avec la PROA? Oui. Tout à fait, mais il faut qu'à l'issue, que la certification à l'issue de cette VAE se trouve encore une fois bien dans la liste éligible. Et par exemple, dans le secteur du commerce, il y a combien de formations éligibles? C'est une colle. C'est une bonne colle. Tout va dépendre des branches professionnelles, mais en fait, on a réuni toutes les formations qu'on retrouve qui ont été impactées, c'est-à-dire cœur de métier, donc les formations autour du commerce, du management de proximité, comme l'exemple qui a été donné sur Chaussea, et puis de la logistique et aussi quelques formations sur la data, puisque la data a un enjeu assez important, et le merchandising. Donc voilà, donc en fait, et après, c'est aux branches, en fonction de la proposition,
c'est elles qui ont entériné ou ont amendé les listes et ont complété les listes. J'imagine qu'en allant sur le site de l'Opcommerce, site internet commerce.com, si mes souvenirs sont bons, l'opcommerce.com, on trouvera toutes ces informations. D'autres questions? Je te dirais, pour rajouter, pour être allé voir quand même, je ne les ai pas comptés sur l'ensemble des OPCO, ce qui a été normal, on a toujours dans les accords qui sont signés cette double, on va dire ce double positionnement, cœur de métier et reconversion. Et on voit que parce que ça m'a interrogé, je citerai pas les OPCO sans leur avoir demandé, mais certaines formations, on voit qu'il y a eu un gros travail de fait entre les compétences dans un cœur de métier qui n'est pas celui qui va évoluer dans les années à venir, et les compétences transférables dans des métiers où, à la première apparence, on voit pas trop pourquoi ces métiers. Et on comprend très vite qu'en fait, c'est une reconversion, mais en lien avec les compétences acquises dans l'ancien métier. Donc, il y a un vrai travail d'ingénierie. Vrai travail d'ingénierie. Ah, une question. Ronnie Germont, vous vouliez intervenir? Non. Et comment savoir on n'est pas obligé d'aller sur un niveau supérieur de qualification. Quelqu'un qui a un BTS peut tout à fait se réorienter pour passer un CAP boucherie. Enfin, voilà, c'est important de le préciser, ça aussi. Oui, la logique reconversion. Tout à fait. Comment savoir si ma formation est éligible? Alors, c'est très simple. Soit vous nous appelez directement. Déjà, il faut trouver son OPCO. Ensuite, appeler son conseiller emploi-formation ou télécharger directement les fameuses listes éligibles sur le site internet de l'OPCO. Vous allez directement dans la rubrique PROA, puisque voilà, en fait, tous les OPCO font la même chose. On va avoir l'alternance en premier, la PROA, etc. Enfin, tous les dispositifs que l'on finance. Et ensuite, on va sur la rubrique PROA, télécharger les formations qui sont éligibles ou pas. Encore une fois, on a des branches pour lesquelles on n'a pas encore d'accord étendu. Et justement, c'est la question. Vous allez pouvoir répondre à cette question-là. Si mon OPCO n'a pas de formation éligible PROA, comment puis-je faire? Pas. Pour mobiliser les entreprises. Si c'est une question individuelle, c'est compliqué. C'est peut-être d'appeler son OPCO pour dire est-ce qu'il y a quelque chose en vue. Si c'est une entreprise, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle intervienne auprès de sa branche pour savoir si c'est envisagé ou pour faire part des compétences en pénurie, quoi. Sur une formation longue, après, on va l'orienter sur d'autres dispositifs. Je pense notamment au CPF. Enfin voilà, il en existe beaucoup des dispositifs. Bon, là, on a déjà répondu à cette question. En tant que salarié, est-ce que je peux bénéficier du dispositif à titre individuel? Tout à fait. Oui, tout à fait. Avec l'accord de l'employeur, bien sûr. Et donc, s'adresser d'abord à l'entreprise, puis, quand il n'y a pas d'accord, l'entreprise doit s'adresser à sa branche pour mobiliser. Mais par exemple, sur un projet de reconversion, au niveau des financements, ils sont qui acte et accepte le financement? C'est l'OPCO? C'est l'OPCO. On va vérifier les différents points. On va vérifier qu'on est bien sur une formation qui se déroule en alternance, 150 heures minimum. On va aller vérifier la durée de la formation. On va vérifier aussi qu'un avenant a été signé. Voilà, on va vérifier tout ça. On va vérifier que la formation est bien éligible. Voilà, donc ça, on vérifie point par point et ensuite on demande à l'entreprise de déposer son dossier au sein de son OPCO et on l'engage, a priori. D'accord. Mais vous m'avez cité des cas où c'est toujours dans le même secteur d'activité. Une reconversion, je ne sais pas, on passe du commerce au secteur informatique, je ne sais pas. C'est des projets de ce type, à titre individuel, ça marche, c'est pris en charge ou pas? Alors, on va répéter, ça fait un peu radoter, mais dans les conditions évoquées par Madame Parot, qui sont accord étendu, etc., oui, un individuel peut demander, mais son employeur doit accepter. Donc,
en général, on va parler de la vraie vie, il y a éventuellement un objectif commun ou de la bienveillance. C'est-à-dire qu'un employeur peut très bien ne pas pouvoir offrir une promotion, une reconversion à un salarié et accepter son projet de proa. Il y a des tas d'employeurs qui sont tout à fait disposés dans ce cas-là, ou alors c'est possible au sein de l'entreprise dans cette reconversion. Après, toujours selon les modalités juridiques nécessaires. Bon, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. VAE, oui, c'est possible. Bien sûr, il faut que ce soit obligatoirement en alternance, pas de souci. On a fait... Toutes les questions se ressemblent. Si vous voulez revoir l'émission, bien sûr, vous la reverrez. Avant de terminer, parce que ça fait plus de 35 minutes que nous sommes ensemble, est-ce que j'ai envie de faire un petit tour de table aujourd'hui pour des directions des ressources humaines ou des salariés qui seraient intéressés? Quel est le petit conseil que vous leur donneriez pour franchir le cap et se lancer dans un projet de proie? On commence avec vous, Monsieur Hubert. Le conseil, c'est que c'est un dispositif qui présente une opportunité et de ne pas avoir peur de se lancer dans ce dispositif, parce que généralement, quand on parle de certification, et ça a été dit, on parle de formation longue, donc c'est toujours un peu la crainte de s'engager sur des formations longues. Donc c'est vraiment de saisir de ce dispositif, à la fois pour renforcer les compétences de l'entreprise, assurer l'employabilité des salariés, et puis performer sur le marché. À distance, Ronny Germont, votre conseil? Moi, à distance, ça va être un peu un conseil qui va surtout s'appliquer à nous, mais c'est vraiment de construire le projet de formation vraiment sur mesure et d'y appliquer le plus de souplesse possible, d'agilité possible dans la construction de ce parcours de formation. Madame Parot, bien sûr, s'adresser à son conseiller emploi formation. C'est ce que j'allais dire, voilà, appeler directement l'opérateur de compétences qui est vraiment là pour traduire les critères, parce que c'est pas toujours simple. Et on a aussi des offres de services que l'on peut proposer. C'est en général dans les autres OPCO, vous allez retrouver à peu près cette même offre de services. On peut vous mettre en relation avec des experts, des consultants qui vont faire un travail avec vous sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et suite à ce travail-là, cet accompagnement, on va pouvoir détecter les besoins et peut-être mettre en place de beaux projets de proa. Marie Attard, compliqué d'être la quatrième. Surtout quand M. Germont me pique, ce qui est important. Donc, mais j'ai envie de dire c'est ça, et je l'ai dit en introduction, c'est la relation privilégiée avec l'organisme de formation, parce que ça entraîne vraiment l'entreprise, sans aucun manque de respect, à faire part de ses besoins directement et pas à, on va dire, acheter un produit tout fait. Et ça, c'est un changement de posture qui est valable pour la proa, mais qui du coup est valable pour le plan de formation de façon générale. Donc je pense que c'est la relation avec l'organisme de formation. Merci à tous les quatre pour vos éclairages. Moi, je l'ai bien compris. Avec la proa, il y a une vraie opportunité. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr aller sur le site internet de Quark, quark.éducation. Si vous dépendez du commerce, de l'Opcommerce, vous allez sur le site l'opcommerce.com. Je vous rappelle que vous pourrez revoir ce webinaire sur les réseaux sociaux de Quark Éducation et sur la chaîne demain. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire avec Quark Éducation. Au revoir.